Ma Mission TV, le miroir du monde. Mes sentiments de gratitude pour avoir bénéficié d'une grâce présidentielle après presque 2 décennies d'incarcération injuste, car mon innocence fut patente dans le procès d'assassinat du fait président Laurent Désiré Kabila, alors que 45 autres ont été acquittés. Le procès s'est déroulé devant la Cour d'ordre militaire, une juridiction d'exception instituée par un décret présidentiel daté du 23 août 1997, dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont contraires aux dispositions pertinentes de la Constitution, de loi sur la procédure pénale. La violation du droit est ainsi flagrante que l'ancien pouvoir a cherché à mettre un terme à cette injustice. C'est ainsi que 10 mois après notre condamnation, il a pris soin de corriger cette situation préjudiciable aux intérêts des justiciables par la promulgation d'une nouvelle loi portant code judiciaire militaire qui prévoyait cette fois-ci l'appel et l'opposition contre les décisions de juridiction militaire. Privation de droit d'entrer en contact avec nos familles, etc. Sur ce point, ce n'est pas anodin de signaler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à l'opinion publique congolaise et internationale, que 10 d'entre nous sont morts. Le pays a perdu une fraction de son élite militaire à la personne de regretter. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames et messieurs, nos frères spirituels qui sont ici, qui sont les invités à votre qualité, tout le monde soit immense, que nous avons l'honneur de vous présenter M. Constantin Nono Lutula, ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui vient de passer presque 2 décennies d'incarcération politique à la prison centrale de Makala pour une précombie infraction qu'il n'a jamais commise. Et en dépit des 2 amnisties et une décision internationale à sa faveur. Mais s'il est aujourd'hui parmi nous, c'est grâce à une décision présidentielle du 30 décembre 2020 de Gratien. Aussi, faut-il le présenter pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. L'orateur de ces jours est né à Koye, c'est une collectivité du territoire de Kibongo, dans la province de Maniema. Après ses études primaires et secondaires à Kindu, il descend du Libreville, aujourd'hui du Kassa, pour une formation à l'école du renseignement de Kinshasa, qui à l'époque relevait le président de la République. Il obtient un certificat de fin de formation qui lui permet d'exercer les fonctions d'officier des renseignements, tant à Kinshasa qu'en province, notamment dans les Congo centrales et dans le Bandou. Alors, nous allons maintenant aborder le chapitre qui concerne sa formation universitaire. Voulait toujours se perfectionner. Il descend à Paris
pris la table diverses formations qui lui permirent d'obtenir plusieurs diplômes, à savoir un brevet premier cycle de l'Institut international d'administration publique de Paris, une licence en droit de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, un diplôme d'études supérieures spécialisées, un DSS, en sciences de l'administration à l'Université de Paris 1, Paris 2 plutôt, Panthéon-Assas. Un diplôme d'études approfondies, communément appelé GDA, en sciences politiques, à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Un doctorat en sciences politiques à l'Université de Paris 1, Nation Kinshasa-Gombe, avec l'expression de mon profond respect et de mes hommages les plus différents. Objet, gratitude. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'honneur m'échoit de venir, par la présente heure, vous exprimer vivement mes sentiments de gratitude pour avoir bénéficié d'une grâce présidentielle après presque 2 décennies d'incarcération injuste, car mon innocence fut patente dans le procès d'assassinat du fait président Laurent Désiré Kabila. Mes remerciements sont d'autant plus sincères que mon emprisonnement avait pour base des motifs de vengeance, des combines et rivalités professionnelles inavouées, sans aucun lien avec ces crimes odieux, dès lors qu'il n'y avait aucune infraction retenue à ma charge. À mes grands scients, Excellence et Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous avez, à coup sûr, été guidé par des considérations humanitaires, trame et principale de vos ordonnances portant mesures collectives de grâce, s'inscrivant dans l'optique de l'état de droit que vous activez à installer dans cette partie de l'Afrique. C'est donc, je vous dis grand merci pour avoir mis un terme à cette violation du droit, comme il sera démontré dans les lignes qui suivent. Aussi, me permets-je de vous exposer le fait de la cause, tout en soulignant que si j'adresse à votre haute autorité mes remerciements par le canal de la presse sous forme de lettres ouvertes, ce n'est pas par outrecuidance que je le fais, mais c'est pour permettre à notre peuple de savoir ce qui s'est réellement passé au Palais de Marbre lors de l'assassinat du président de la République, Laurent Désiré Kabila. C'est un privilège pour moi de m'adresser directement à vous, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, moi qui fus condamné à mort par un tribunal d'exception, à savoir la Cour d'ordre militaire, la COM en sigle. Ce qui me choque davantage, c'est au fond qu'un homme s'arroge un droit de vie ou de mort sur ses semblables dans des conditions les plus épouvantables. C'est le signe d'une société que je refuse. Allons jusqu'au bout des choses. La peine de mort, comment y arrive-t-on? Un certain nombre d'hommes se réunissent et décident qu'un autre homme sera condamné à mort. C'est-à-dire qu'il lui demande, qu'il lui dénie le droit de vivre. Ils ont donc une certitude de leur infaillibilité assez forte pour retirer à un autre les biens les plus sacrés, à savoir la vie. Qui peut admettre une telle cause? Je réponds, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par la négative.
j'y vois les dernières traces, mais très profondes, d'une conception injuste, seigneuriale, en tout cas, de la justice. Comme s'il existait une race supérieure, une race de maîtres qui aurait le droit de décider pour les autres de la vie des autres, comme ce fut mon cas à l'espèce. Mais cela va plus loin. En réalité, la décision appartient à un seul, c'est-à-dire au président de la République, auquel la nation délègue son droit de vie ou de mort. Une condamnation à mort, c'est un vœu de mort. Ce n'est pas une exécution. La sentence n'est pas accomplie dans la minute qui suit le verdict. La décision, celle qui met à mort, celle qui la prend à l'instant précis où il rejette le recours en grâce. Voilà pourquoi je vous exprime ma gratitude infinie de m'avoir gracié en date du 8 janvier 2021, après un long combat judiciaire, comme il sera démontré dans les lignes qui suivent. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sans vouloir abuser de votre temps précieux, revenons aux faits qui paraissent avoir justifié mon arrestation. Bien sûr, il existe plusieurs versions de faits sur l'assassinat du président Laurent-Désiré Kabila. Quant à moi, je ne relate humblement que ce que je sais sur le déroulement de ce procès à Bahirato. Premièrement, un chiffre romain, exposé de faits. En date du 16 janvier 2001, le président de la République, son Excellence M. Laurent-Désiré Kabila, a été assassiné dans un bureau apparemment par un sous-officier appartenant à sa garde personnelle. Dans les jours qui ont suivi cet assassinat odieux, plusieurs dizaines de personnes, militaires, civils, y compris des officiers, sous-officiers, soldats, agents de l'État et citoyens ordinaires, avaient été arrêtés par des agents de services de renseignement militaire qui n'étaient munis d'aucun mandat judiciaire. Au total, il y avait 135 Congolais inculpés, deux sexes confondus. Ils ne se connaissaient même pas pour la plupart d'entre eux, hormis quelques collègues du même service. En dépit de toutes ces circonstances, ils ont été traduits devant la Cour d'ordre militaire, une juridiction d'exception créée pour la circonstance, en violation de notre Constitution, ainsi que de tous les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme, et inculpés sous les infractions d'attentat à la vie du président de la République. Complot, attentat, trahison, espionnage contre la République. À ce titre, les rôles judiciaires de la COM indiqués, Edi Kapend et consorts, atteinte à la sûreté de l'État. Au cours des 13 mois de détention provisoire que nous avons connus, nous avons été interrogés en secret par des magistrats militaires. Les domiciles de certains accusés ont été visités par des officiers de renseignement militaire qui n'étaient munis d'aucun mandat judiciaire. Certains ont même vu leurs biens meubles et immeubles confisqués. Ce fut mon cas. Ma maison sise au numéro A35 avenue Kabambare, commune de Bavumbu, est encore occupée par un colonel retraité et un lieutenant actif qui furent placés par le fait colonel Charles Alamba, alors ministère public, ainsi que ma voiture Mercedes 230
furent confisqués jusqu'à ce jour. C'est seulement au bout d'une année de détention, soit le 13 mars 2002, que le procureur général près la Cour d'ordre militaire a annoncé avoir inculpé 135 personnes civiles et militaires d'atteinte à la sûreté de l'État et d'association de malfaiteurs. Le 15 mars 2002, les 135 personnes inculpées ont été pour la première fois présentées à la Cour d'ordre militaire. Au terme d'un procès de 10 mois, la Cour a rendu, le 7 janvier 2003, un jugement par lequel 30 personnes ont été condamnées à mort, 60 à des peines d'emprisonnement, allant de 6 mois à la réclusion criminelle à perpétuité, alors que 45 autres ont été acquittés. Le procès s'est déroulé devant la Cour d'ordre militaire. Une juridiction d'exception instituée par un décret présidentiel daté du 23 août 1997, dont les règles d'organisation et de fonctionnement sont contraires aux dispositions pertinentes de la Constitution, de loi sur la procédure pénale, des principes généraux du droit et afin de la Charte africaine relative au procès équitable. Je relève d'emblée 3 points. 1. Les membres de la Cour d'ordre militaire sont choisis exceptionnellement par le pouvoir exécutif. Son président, magistrat militaire, est assisté de 4 officiers supérieurs n'ayant reçu aucune information juridique, nommés par le président de la République. 2. La Cour peut à la fois juger des civils et des militaires, puisque conformément à l'article 5 du décret numéro 19 portant création de la dite Cour, il est écrit: cette juridiction fera application des peines du Code de justice militaire existant et pour autant que de besoin, les peines du Code pénal ordinaire. Elle appliquera autant que possible les règles de procédure prévues par le Code de justice militaire. Ces décisions sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition. Je le souligne à double tour. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition. 3. Cette disposition a été évoquée par la dite Cour au cours du procès pour justifier tous les manquements aux garanties fondamentales du procès équitable posées par les lois ordinaires congolaises et les conventions internationales ratifiées par la République démocratique du Congo. En violation des dispositions des articles 2, 5, 7 et 18 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de tous les engagements internationaux de la République démocratique du Congo en matière de procès équitable. 2. À chiffre arabe. Procédure bâclée. Aucune procédure sérieuse n'a été suivie par cette juridiction d'exception, tant il est vrai que toutes les règles élémentaires de la procédure pénale ont été foulées aux pieds, sauf à dénaturer la fonction que la loi donne. Le rôle d'un magistrat du parquet militaire est de déterminer si j'étais ou non l'auteur de l'infraction comme imputé. Le réquisitoire rédigé par le procureur militaire avait pour but d'établir si le mis en examen, dont je suis, a ou non commis les crimes pour lesquels le dit magistrat l'a mis en examen. Pour ce faire, le procureur militaire recherchera s'il se trouve établi dans le fait de la cause
les 3 éléments constitutifs du crime m'attribués. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Dans son réquisitoire, le procureur de la Com mettra en évidence les éléments à charge s'il estimait que le fait rassemblé par l'instruction révélait l'existence des crimes commis par le mis en examen que j'étais. En effet, son reçu synthétique devait être un écrit utile afin de servir aux différents acteurs du débat judiciaire à identifier les faits qui seront débattus et à connaître la qualification juridique que l'autorité de poursuite attend leur donner. Qualification qui détermine avec précision les peines principales et complémentaires encourues. Ceci devait comporter donc, en priorité, l'énoncé de témoignages, faits et indices qui établissent les éléments constitutifs de l'infraction, car c'est là l'objet même du réquisitoire. Démontrer à la Com ma culpabilité. Or, je me suis trouvé en face de 135 citoyens mis en examen, civils, militaires y compris, à la suite d'une vague d'arrestations survenue dès après l'annonce de la mort du président de la République. Le grand nombre de personnes mises en examen reflétait curieusement une représentation de toutes les anciennes provinces du pays, comme si c'est toute la nation qui aurait comploté contre le président de la République. À part Georges Letta Mangassa, le feu général de brigade Jean Yawa Naweti, le colonel Edi Kapen, le colonel Alphonse Moutindo et Madame Nelly Twitter, que je côtoyais à la présidence de la République, je ne connaissais pas tous les autres inculpés. Comment peut-on comploter contre l'institution suprême du pays sans qu'on se soit préalablement concerté les uns et les autres? Au surplus, le magistrat militaire, le fait lieutenant-colonel Tino Pukuta, devant lequel j'ai comparu, ne m'a jamais notifié mon inculpation, base du contrat judiciaire. Tout au plus, m'a-t-on dit, l'unique fois que j'ai comparu, que j'étais un espion du président Denis Sassou Nguesso à cause de mes relations personnelles avec mon homologue du Congo-Brazzaville et de mes fréquentations auprès de son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, sur l'ordre de M. Laurent Désiré Kabila, Président de la République. Cette séance, notez-le bien, cette séance de comparution n'a pas duré plus de 15 minutes. Le magistrat militaire me dira qu'il me convoquerait de nouveau. Il ne m'a jamais rappelé jusqu'au jour du verdict. Je n'ai donc pas été à mesure de réfuter les accusations fantaisistes de la Com. La réfutation globale de la thèse de cette juridiction d'exception, prohibée par tous les instruments juridiques, tant internes qu'externes, n'a pas été possible, alors qu'il apparaît plus facile d'accuser que de défendre. Il suffit à l'accusateur que ce qu'il avance soit vrai, tandis que l'accusé, que j'étais, soit obligé de nier le fait, de le justifier, si tant qu'il existe. La deuxième sorte de réfutation est constituée par la discussion directe des éléments probatoires fournis par l'accusation. Elle vise à les détruire ou à les affaiblir. En matière judiciaire, la réfutation est essentielle. C'est le moment où se concrétise dans la discussion les principes du contradictoire. Ces principes définis par notre loi fondamentale ainsi que par toutes les législations modernes dans tous les pays.
Il est protégé par ailleurs par la Cour constitutionnelle et le Conseil d'État et constitue un élément essentiel du droit de la défense. Lorsque le général de brigade Camille Nawel Mukongo, président de la Cour d'ordre militaire, m'a convoqué devant la barre, il m'a demandé si j'étais au courant de la mission effectuée par M. Ismaïl Toutamoto à Bruxelles pour investiguer sur des rumeurs relatives à l'assassinat du président de la République, Laurent Désiré Kabila, comme il avait déclaré Ismaïl Toutamoto lui-même. J'ai dit au président de la Com que je n'en savais rien. C'est tout. Le président de la Com ne m'a posé aucune autre question en rapport avec l'assassinat du président de la République. Je suis devenu d'office un arbre. Le 11 février 2004, nos avocats ont fait parvenir au secrétariat le décret portant création de la Cour d'ordre militaire, tout en indiquant que la Cour ne les a pas autorisés à se faire produire une copie de l'arrêt incriminé, au motif que l'arrêt n'a pas encore de motivation. Lors de sa 5e session ordinaire, la commission a attendu les victimes et après avoir examiné la communication des avocats, l'a déclaré recevable. Le 28 juin 2005, le secrétariat a informé le parti de cette décision et leur a demandé de soumettre leurs observations sur le fond dans un délai de 3 mois. Une correspondance de rappel leur a été adressée le 10 octobre 2005. Au cours de cette période, le 17 juillet 2007, les plaignants ont sollicité de la Commission qu'elle intercède auprès des autorités de la République démocratique du Congo afin que celles-ci mettent à leur disposition une copie de l'arrêt de la Cour d'ordre militaire, cruciale pour la rédaction de leur mémoire sur les fonds de l'affaire. Le secrétariat a fait suite à cette demande en adressant à l'État défendeur une note verbale datée du 17 septembre 2007. Il a été rappelé à l'État de transmettre ses observations sur les fonds. Le 20 août 2012, les victimes ont transmis au secrétariat leurs observations sur les fonds. Le 25 septembre 2012, le secrétariat a accusé réception de dites observations et en a transmis copie à l'État défendeur, en lui accordant un nouveau délai de 60 jours pour soumettre sa réplique et transmettre copie de l'arrêt de la Cour d'ordre militaire. N'ayant obtenu aucune réponse de l'État congolais défendeur, le secrétariat a informé le parti que la commission avait décidé de prendre une décision quant au fond sur la base des éléments en sa possession, au cas où l'État ne répondrait pas avant la date du 25 novembre 2012. À cette date, la République démocratique du Congo n'avait toujours pas soumis ses observations. Notre plainte a été introduite et examinée conformément à l'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, qui donne compétence à la Commission à cet effet, et celle-ci a été déclarée recevable conformément à l'article 56 de la Charte susdite. Parmi les conditions de recevabilité, celle relative à l'épuisement des recours internes prévus a été amplement remplie. En effet, l'arrêt de la Cour d'ordre militaire, juridiction d'exception, rendant ses décisions en dernier ressort au terme des dispositions de l'article 5 du décret la CREA, rendit 3 jours après sa saisine une décision en date du 17 janvier 2003. À cette date,
nous n'avions aucune possibilité d'initier un recours judiciaire interne, étant donné qu'en l'espèce, le décret de création de cette Cour ne prévoyait ni opposition ni appel contre les arrêts. La violation du droit est ainsi flagrante que l'ancien pouvoir a cherché à mettre un terme à cette injustice. C'est ainsi que 10 mois après notre condamnation, il a pris soin de corriger cette situation préjudiciable aux intérêts des justiciables par la promulgation d'une nouvelle loi portant code judiciaire militaire qui prévoyait cette fois-ci l'appel et l'opposition contre les décisions de juridiction militaire. Cette nouvelle loi n'étant pas rétroactive, nous ne pouvions bénéficier de ces dispositions favorables et les défauts d'appel nous étaient toujours imposés. Quant au pouvoir en cassation, il demeure inopérant. En effet, la Cour suprême de justice ne constituait pas un recours efficace, puisqu'elle n'avait examiné que le respect des règles des droits et non les faits, c'est-à-dire la substance de la cause. Par conséquent, le pouvoir de la cassation n'était pas susceptible de réparer les violations alléguées du droit. C'est pour toutes ces raisons que la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple a déclaré nos requêtes recevables conformément aux dispositions de l'article 56 de la Charte civilisée. 3 à chiffre romain. Quant au fond, sur les fonds, il y a lieu de constater que plusieurs dispositions de la Charte africaine ont été violées par l'État congolais, et notamment violation des articles 2 de la Charte africaine qui protège le droit à la non-discrimination et de l'article 13 de la Constitution congolaise. Violation de l'article 5 de la Charte qui garantit le droit de ne pas être soumis à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et des articles 16 et 21 de notre Constitution. Dès lors que nous avons été flagellés au cours de notre détention par les agents publics et finalement condamnés à mort injustement, ce qui constitue des actes de torture, privation de droit d'entrer en contact avec nos familles, etc. Sur ce point, ce n'est pas anodin de signaler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à l'opinion publique congolaise et internationale, que 10 d'entre nous sont morts. Le pays a perdu une fraction de son élite militaire à la personne de regretter 1. Général de brigade Jaya Vanaweji. 2. Colonel Oscar Mayembe. 3. Colonel Gordon Kunda Nalabu. 4. Capitaine Jean-Jacques Kakwata. 5. Capitaine Nico Bavura. 6. Lieutenant Patrick Kilai. 7. Lieutenant Salomou Chapchap. 8. Lieutenant Panda Farias. 9. Soldat John Bopengo. Et 10. M. Roki Kashiko. Violation d'une série de droits liés au procès équitable, et notamment les articles 16, 17, 18, 19 et 21 de la Constitution congolaise et de l'article 7B, 7C et 7D de la Charte africaine. Dépassement de la durée de la détention préventive. Absence de tout recours à l'encontre de l'arrêt de l'accord. Défaut de motivation de l'arrêt de la condamnation. Refus d'indemnisation pour détention irrégulière.
violation de la présomption d'innocence, violation du droit à l'assistance judiciaire, incompétence matérielle de la COM, arrêt non intervenu dans un délai raisonnable, violation des droits garantis par l'article 7.2 de la Charte africaine qui consacre le principe de la légalité des peines et délits, interdiction de la visite des membres de nos familles durant la longue détention en violation de l'article 18.1 de la Charte, violation des dispositions de l'article 9.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que nous n'avons pas été informés des motifs de notre arrestation et des charges y afférentes, violation des dispositions de loi d'amnistie qui nous libéra purement et simplement. Malheureusement, nous avons été maintenus à détention irrégulièrement malgré la loi d'amnistie qui devait s'appliquer à notre cas, ce qui constitue un traitement inhumain. La peine endurée fut non seulement physique, mais surtout morale et psychologique, étant dans le couloir de la mort pendant plusieurs années. Une telle situation est susceptible d'entraîner une angoisse permanente et une peine psychologique qui constitue une torture. Enfin, dans les cas sous examen, la peine de mort a été prononcée alors même que la loi portant mesure d'application de la dite peine avait été abrogée. Au surplus, une loi adoptée au cours de notre procès prévoyait des peines moins sévères. Cependant, la dite loi n'a pas été mise en vigueur qu'après le prononcé de l'arrêt de la COM. Il s'ensuit que les dispositions de l'article 7.2 de la Charte africaine et de tous les principes généraux du droit relatifs à la peine plus douce ont été violés. Il est indiscutable que l'État congolais a violé nombreuses dispositions tant du droit international que du droit interne, et malgré de multiples opportunités lui offertes par la Commission des droits de l'homme pour répondre à sa plainte, il n'a daigné y répondre. Il n'a daigné y répondre. Ainsi, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu sa décision sur la base des éléments en sa possession, conformément à sa pratique, et elle a conclu à la violation des droits protégés par les articles 5, 6, 7, 18, 1 de la Charte africaine et a fait suite à nos plaintes, telles qu'indiquées dans son analyse. La Commission reconnaît le principe de la réparation, y compris la compensation monétaire pour les violations des droits protégés par la Charte africaine. Dans cette perspective, il sied de noter, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que j'étais bénéficiaire de 2 lois d'amnistie, pardon nous accordés par la nation congolaise, par l'intermédiaire de ses représentants au Parlement. Il s'agit respectivement de la loi numéro 05/023 du 19 décembre 2005 portant amnistie pour fait de guerre, infractions politiques et d'opinion, adoptée au Parlement de transition sous la présidence de M. Olivier Kamitatou, qui ne cesse de le rappeler par son Twitter, et sous le président de la République, Joseph Kabila Kabange, et d'une ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce qui nous extirpe concrètement des oubliettes de la prison centrale de Makala. C'est dont je vous sais très gré, point n'est besoin de le répéter, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'une décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, autrement dit,
2 décisions dans l'ordre interne et une décision dans l'ordre international. Ces 3 décisions, la rétroactivité in missius, cet arrêt de la Cour d'ordre militaire, doit être regardé comme nul et de nul effet. L'irrégularité de la dite décision judiciaire est si flagrante, si manifeste qu'elle ne pouvait, à toute hypothèse, se rattacher, même par un lien critiquable, à l'action constitutionnelle des organes étatiques. Il y a là une véritable violation sans précédent du droit. L'acte qui s'analyse en un pur fait, ne pouvant même, de façon erronée, se réclamer du droit. Comme vous l'avez constaté, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et avec vous l'ensemble de notre peuple, il s'agit là d'un procès inique qui révolte toutes les consciences, car toute personne a le droit d'être jugée par un juge qui en a la compétence, un juge indépendant et impartial dans le cadre des procès équitables. Eu égard à ce qui précède, je viens par la présente solliciter auprès de votre haute autorité d'être rétabli dans tous mes droits et je me tiens toujours à la disposition de la République à toutes fins utiles. Dans l'espoir que la présente lettre ouverte que je porte à votre haute autorité va éclairer d'un jour nouveau ce qu'on a appelé curieusement procès Laurent Désiré Kabila. Je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'expression de mes sentiments reconnaissants. Constantez-moi. Mesdames et Messieurs de la presse, je ne saurais terminer mon intervention sans remercier vivement, à mon nom propre, au nom de mon épouse Léotine Nono et au nom de mes enfants, premièrement, les pères spirituels, le pasteur du groupe de l'église de la Borne, notamment le pasteur Joseph Bondo Kasongo, Jean-Claude Safari, Talangana, Israël Sembe, Guy Magiz Numbi, les évêques de la Cinco, les pasteurs de l'église protestante au Congo et les prêtres catholiques. Deuxièmement, les personnalités politiques et publiques telles que le sénateur Raymond Mbappé Ndjunga, leurs excellences Jean-Dominique Okemba du Congo-Brazzaville, François Beya Kasonga, Lambert Mende au Malanga, Justin Kalumba, Kitenge Yessou et Tadeo Nokok, l'honorable Christophe Lutundu Lapala, l'estimé Christophe Ngoï de la société civile, les honorables Bertrand Iwanga et Franck Diongo pour leur solidarité mécanique à notre égard. Troisièmement, les diverses associations de droits de l'homme, en particulier La Voix des Sans-Voix de Feu Floribert Chebeya et la ZADO de Maître Jean-Claude Katende. Quatrièmement, mes avocats Marie-Louise Okako, Marcel Wetiokonda, Ari Wembonwa Uchudi, Japé Romanga Uchudi, Poi Kamulai, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, et Justin Lumbo. Cinquièmement, les 10 familles de nos anciens co-détenus dans les procès Laurent Désiré Kabila, décédés à la prison centrale de Makala et à la prison militaire d'Angenga. Sixièmement, mes chers parents, amis, frères, sœurs en Christ, comme pasteur Christian Boulba,
David Mutwale, Dadi Chifunda, Eric Matanda, Blaise Kossi, Eli Mobilazila, de n'avoir pas mentionné votre journal. Vous êtes compris dans ce que je dis, parce que vous faites beaucoup. Vous me posez la question de savoir si nous avons la même démarche que l'honorable sénateur Oumba. Non, loin de là s'en faut. L'honorable demande la révision de son procès. Nous nous demandons tout simplement notre rétablissement, notre reclassement, réhabilitation. Nous avons été réhabilités par l'amnistie. Nous voulons tout simplement l'effectivité, tout simplement, de notre reclassement dans nos conditions où nous étions. Parce que l'amnistie a tout effacé. Et au surplus, la Commission africaine des droits de l'homme a invalidé la décision. C'est pour cela que j'ai utilisé à dessein le terme séquestration. Merci. La question avait deux volets, s'il vous plaît. Plus ou moins bien, mais ça ne va pas. D'abord, il y a le poids de l'âge, et puis, je ne saurais pas décrire les conditions atroces que nous avons vécues là-bas. C'est-à-dire que vous me voyez tout le temps assis, je n'arrive même pas à me mettre debout. Je pense que le gouvernement congolais, l'État congolais, le président de la République pourra envisager mon évacuation pour un soin assidus à l'étranger, notamment en Europe. Hein? Vous avez peut-être ajouté que le droit. Hein? Vous avez peut-être ajouté qu'on ne peut pas réviser un arrêt qui n'existe pas. Un arrêt sans Bon, vous m'avez demandé également, il y a dit que, loin de là s'en faut, nous ne sommes pas dans les mêmes conditions que le sénateur Oumba Penedjoum. On ne peut pas réviser ce qui n'existe pas. Je dis ici dans le corps de mon texte que ces décisions sont nulles et de nul effet. On ne peut pas réviser quelque chose qui est inexistant. Voilà. Sans motivation. Sans motivation ou surplus. Bon, d'abord, même si l'arrêt était motivé, du fait que nous avons bénéficié de l'amnistie, tout a été anéanti. Mais j'ajoute que c'est un arrêt non motivé. Non motivé, je l'ai dit dans le parcours de mon texte. Ma mission TV, le miroir du monde.